Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision du programme des classes terminales langue française. Donc, on va essayer de faire une révision générale de tout ce qu'on a vu durant l'année passée. Pour les scientifiques, les gestions TM, MATM, donc on a trois projets. On a le texte historique, on a le texte argumentatif en deux séquences. Voilà, convaincre et persuader, concéder ou refuter. On a le texte exhortatif, l'appel, voilà. Pour les LPH et les langues, on ajoute un quatrième projet qui est le texte ou bien le récit fantastique ou bien la nouvelle fantastique. Voilà. Sinon, on commence par le texte historique. Donc, on a dit que le texte historique s'intéresse tout ce qui est histoire, voilà, et dans tous les domaines, le sport, la science, l'histoire nationale ou internationale, la Première Guerre mondiale par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Et entre autres, on a parlé aussi, on a dit que le texte historique s'intéresse plus à l'histoire nationale. Le déclenchement de la révolution algérienne, la colonisation de la France en Algérie, l'indépendance, les manifestations du 8 mai 45, etc. Et aussi, on a des personnages historiques, les Farhat Abbas, les Jamil Abou Hired, etc. Donc, tout ce qui est relation avec notre histoire nationale. Voilà, toutes vos connaissances de l'histoire, géographie, donc vous allez la mettre, donc on a dit qu'on va la mettre au service de la langue. Donc, les caractéristiques du texte historique, d'abord c'est la date, l'événement, les personnages, l'évolution de l'événement, la chronologie aussi de la date. Donc on a dit que la visée communicative d'un texte historique, d'abord c'est un texte historique, donc la visée communicative, c'est d'abord une visée de base, c'est informer, la visée informative. Donc si l'auteur utilise le présent intemporel, présent de vérité générale, ou bien on a appelé aussi présent historique en faisant référence à le texte historique. Sinon, si on a l'imparfait, le passé simple, donc on ajoute une visée narrative. Pourquoi narrative? Parce que l'imparfait, le passé simple, c'est les temps du récit en général. Donc du moment que le texte historique est un récit réel, c'est une histoire réelle, racontée par un narrateur, il peut être historien comme il peut être un auteur. Voilà. Si on a un jeu, ou bien on a le pronom nous dans un texte historique, donc on a un texte historique de type témoignage. Si on a un témoignage, donc le texte historique prendra une dimension argumentative. Donc soit on a un témoignage direct, celui qui a vu l'événement historique en question, il va nous raconter l'événement historique. Sinon, il va ramener des propos des personnages de notre histoire nationale, les Farhat Abbas, tous les personnages historiques connus. Donc, s'il va ramener des propos de ce personnage historique, donc on a un témoignage de type indirect. Sinon, donc on a dit le texte historique a une vision communicative, informative, narrative. Si on a l'imparfait, le passé simple. Si on a un jeu ou bien on a le pronom nous, donc on a le témoignage. Alors le texte historique prendra une dimension argumentative. Sinon, on a vu côté langue, on a parlé de la phrase nominale, donc on a dit que le titre d'un texte historique sont généralement sous forme de phrase nominale. Pourquoi la phrase nominale? Parce que la phrase nominale nous donne l'information directement et rapidement. C'est un raccourci d'information, c'est un focus, donc elle nous donne l'important de l'information. Le déclenchement de la révolution algérienne, les manifestations de 8 mai 45, l'indépendance de l'Algérie, la colonisation. Donc généralement, les textes historiques ont un titre sous forme de phrase nominale. Ça me fait rappeler aussi le fait divers pour la première année, en guillemets, parce que même le fait divers, c'est un récit réel. Donc les récits réels, généralement, ont les titres sous forme de phrase nominale. On a vu la nominalisation, comment transformer un verbe en un nom. Donc généralement, on ajoute au radical l'opération de suffixation. Sinon, parfois, on ajoute les préfixes aussi. Les suffixes âge, ement, etc. Déclencher, déclenchement,
barrer, barrage, assassiner, assassinat. Donc généralement on ajoute H, un mot, ici, etc. Sinon on a des noms qui n'obéissent pas à cette règle de suffixation. Donc on a parlé aussi du moment de l'énonciation. Le moment de l'énonciation, c'est le moment où l'auteur du texte historique, ou bien le récit réel, va raconter l'événement historique en question. Donc généralement, on a le présent atemporel, ou bien présent de vérité générale. Donc le moment de l'énonciation, il faut qu'il y ait un repère. Soit on a donné des exercices concernant les moments d'énonciation. Donc, sinon, par exemple, si je dis, par exemple, hier il fait beau, demain il pleuvra. Donc, dans cette phrase, le moment d'énonciation c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, dans l'exemple que j'ai cité maintenant, je n'ai pas prononcé le mot maintenant ou bien aujourd'hui. Ça veut dire, le moment d'énonciation c'est le présent. Comment j'ai précisé, ou bien comment j'ai repéré le moment de la session à travers les indicateurs de temps. Hier, il faisait beau, demain, il pleuvra. Alors, je parle maintenant, je parle aujourd'hui. Donc, le moment de la session, pas forcément qu'il soit un présent de vérité générale ou bien un présent atemporel. Il peut être à l'imparfait, il peut être un passé composé. Il faut qu'il y ait un repère à travers les indicateurs de temps cités dans la phrase ou bien dans le texte en question. Donc, on peut facilement repérer le moment d'énonciation. Donc, on a vu aussi le champ lexical de la guerre et de la paix. Donc, des mots ou bien des adverbes, des adjectifs utilisés, des expressions utilisées qui ont relation avec le thème abordé. Donc, on a vu aussi, on a parlé du discours direct et indirect. Voilà, discours direct et indirect. Comment on transforme un DD en DI et vice-versa. Donc, tout cela, on va le voir au fur et à mesure avec détail. Voilà, donc il dit « je suis malade », il dit qu'il est malade. Donc, le verbe introducteur, s'il est au présent ou bien au futur simple, on ne change pas le verbe en guillemets. Si le verbe introducteur est au passé en général, donc on n'a pas précisé le temps du passé, le verbe entre guillemets changera de temps. On n'a que 4 temps qui vont changer. Le présent va être imparfait. Le passé composé plus que parfait. Futur simple conditionnel présent. Futur antérieur conditionnel pas passé. Sinon, si le verbe entre guillemets est au mode impératif, donc il va être soit au présent subjectif, soit à l'infinitif au DI. Ça veut dire discours, indirect. Donc on va voir tout ça avec détail. Donc non seulement le verbe entre guillemets, mais même les indicateurs de temps et de lieu changeront aussi. Les pronoms possessifs ou bien les pronoms possessifs ou bien les pronoms complémentaires, etc. Donc tout va changer lors du passage d'un discours direct vers le discours indirect et vice-versa. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a vu pendant le texte historique. Donc, dans le deuxième projet, donc, on a parlé du texte argumentatif. Texte argumentatif, convaincre et persuader, sinon concéder ou refuter. Donc, convaincre et persuader, concéder ou refuter. Donc, le débat d'idées, il faut qu'il soit entre deux personnes. Une personne pour et une autre personne contre. Voilà. Et soit cette confrontation, soit elle est directe, soit à l'aide d'une personne, une troisième personne qui va modérer le débat, dans ce qu'on appelle le modérateur, qui va régler le débat. Sinon, le débat, il est direct. Donc, on a plusieurs types de textes argumentatifs. Soit je suis pour, soit l'auteur est pour, soit l'auteur est contre. Voilà, pour plaider une cause, contre discréditer une cause. Sinon, on a un texte argumentatif débat d'idées. Dans le même texte, l'auteur va ramener deux opinions différentes. Donc, les partisans et les opposants. Donc, il faut qu'il soit un sujet à débat, un sujet à débattre. Donc, on a vu les OGM, voilà, les organismes modifiés, OGM, voilà, les organismes génétiquement modifiés. Donc, on a vu ceux qui ont été pour, ce qu'on appelle les partisans. Alors, ceux qui ont contre, c'est les opposants, qui ont l'opinion contraire. Donc, l'auteur va ramener
deux opinions différentes. Et l'auteur lui-même est modérateur. C'est-à-dire, il va ramener deux opinions différentes, ce qu'on appelle un texte débat d'idées. Sinon, l'auteur lui-même peut soutenir la thèse et l'antithèse en même temps. Pourquoi soutenir la thèse et l'antithèse? Pour donner à son texte une intensité ou bien une valeur, soit pour montrer les aspects positifs, en même temps il nous montre les aspects négatifs. À la fin, il faut qu'il y ait une conclusion entre les deux, ce qu'on appelle la conclusion médiane. Sinon, l'auteur lui-même, il va laisser le débat ouvert pour nous, pour qu'on puisse nous en conclure une conclusion médiane entre les deux. Voilà, donc l'auteur, il peut être pour et contre en même temps, soutenir la thèse et l'antithèse. La thèse, c'est une opinion positive en général, l'antithèse, c'est une opinion négative. Donc, on a plusieurs types de textes argumentatifs. Donc, soit l'auteur, il est pour et contre en même temps. À la fin, il va trancher, il va nous donner une phrase, on va la considérer comme une conclusion médiane entre les deux. Sinon, il va laisser le débat ouvert pour nous, pour qu'on puisse en conclure une conclusion. Soit l'auteur va ramener deux opinions différentes, donc les partisans et les opposants. Soit il est modérateur, c'est l'auteur lui-même qui va modérer, qui va être modérateur entre les deux. Sinon, il va laisser le débat ouvert aussi pour en conclure une conclusion, une structure finale. La structure finale, donc on va donner la synthèse et l'ouverture. Pour la synthèse, il faut retourner pour ceux ou bien les arguments donnés par les partisans, les arguments donnés par les opposants, les arguments et les contre-arguments pour en conclure ou bien pour donner une conclusion, ce qu'on appelle l'ouverture, ça veut dire la synthèse et l'ouverture, donner une conclusion combinée entre les deux opinions. Donc dans le texte argumentatif, tout ce qui est concernant langue, donc on a dit que le texte argumentatif, donc on a vu aussi l'opposition à la concession, on a vu l'antonymie, le pour et le contre, donc le champ lexical, partisan, détracteur, opposant aussi. On a vu les procédés de refutation, on a parlé de l'ironie, voilà, les procédés rhétoriques. Donc on va voir tout ça avec détail au fur et à mesure. Donc le projet numéro 3, c'est le texte exhortatif. Exhortatif ou bien ce qu'on appelle l'appel. Voilà, l'exhortatif généralement, donc on a vu que le texte exhortatif se compose de trois parties. D'abord la partie expositive, la partie argumentative et enfin on a l'appel. Au niveau de l'appel, dans la conclusion, on a le pronom je ou bien le pronom nous, on a le verbe performatif et le verbe de modalité falloir, devoir et pouvoir. Donc, les thèmes abordés dans le texte exhortatif, la solidarité en général, pour la paix contre la guerre, la solidarité, aider les gens, aider les pauvres, etc. Aussi, on a parlé du texte exhortatif, le côté grammaire, on a vu l'expression de but, on a vu aussi les verbes de modalité et les verbes performatifs. On a vu pas mal de textes et on va voir tout ça avec détail au fur et à mesure. Pour le projet numéro 4, donc pour les LPH et les langues, donc on a le récit fantastique ou bien la nouvelle fantastique. Donc c'est un récit imaginaire, la nouvelle. Donc on a vu aussi le texte de Guy Maupassant. Donc on a vu le schéma narratif, donc ce qui est important dans le texte. Alors j'ai oublié concernant par exemple pour le texte exhortatif ou bien l'appel a une visée communicative, c'est argumenter pour faire réagir. Donc vous savez que chaque type de texte a une visée communicative différente. Pour le texte historique, on a informative, on a narrative et on a aussi argumentative. Si on a le témoignage, on a le pronom je ou bien le pronom nous dans le texte historique. Pour le texte argumentatif, convaincre et persuader, concéder ou refuter, donc convaincre et persuader. Pour le thème abordé, voilà, soit le Facebook, soit aussi les OGM, on a vu pas mal de textes. Pour l'exhortatif, la visée communicative, c'est argumenter pour faire réagir, exhorter, inciter les gens pour une bonne cause. Voilà.
On va voir tout ça avec détail au fur et à mesure. Pour le texte, la nouvelle fantastique, donc la visée communicative, c'est exprimer son imaginaire. Donc la nouvelle fantastique, ou bien le récit fantastique en général, c'est le récit de l'imagination par excellence. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, des personnages imaginaires. Voilà, donc on a vu l'histoire de la main où il y avait une main qui tue l'anglais, voilà, qui a déménagé en France, entre autres dans la ville d'Ajaccio. On va voir tout ça avec détail. Ce qui est intéressant dans le récit fantastique, la nouvelle fantastique, pardon, ou bien le récit fantastique, c'est la vision communicative, c'est imaginer, exprimer son imaginaire. Le schéma narratif et le schéma actentiel. Le schéma narratif, donc chaque histoire a un début, un élément perturbateur, la suite des événements et à la situation finale. Sinon, le schéma actentiel, on a le sujet, l'objet, l'adjuvant, le destinateur et l'opposant, le destinateur et le destinataire. Ce qu'on appelle le schéma actentiel. Donc, on va voir que le héros va faire la mission, l'objet, le sujet. L'objet, c'est la mission du sujet. L'opposant, c'est l'obstacle, les problèmes que les héros vont rencontrer lors de sa mission. Sinon, le destinateur qui pousse le héros à faire la mission et les destinateurs qui bénéficient, ou bien les bénéficiaires qui vont bénéficier de la mission du héros. Donc, le schéma narratif, la situation initiale. Dans la situation initiale, l'auteur nous présente les personnages, le temps et le lieu. On a l'élément perturbateur, c'est l'événement soudain qui vient pour donner un déséquilibre à notre histoire. On a la suite des événements, ce qu'on appelle aussi l'intrigue, qui va donner ce qu'on appelle le nœud. Voilà, le nœud, c'est la suite des événements qui ont relation avec l'élément perturbateur. Et on a la situation finale, c'est la fin de l'histoire. Soit on a une situation, soit on a une fin heureuse, soit une fin malheureuse, soit on va retourner à la situation initiale, soit on va laisser une fin ouverte. Voilà ce qu'on va donner l'imagination aux lecteurs qui vont donner une suite à cette nouvelle fantastique. On a aussi le narrateur, on a vu le narrateur extérieur, le narrateur intérieur, ou bien le narrateur omniscient. Donc on va voir aussi la focalisation zéro, la focalisation interne et la focalisation externe. On va voir tout ça au fur et à mesure. On a vu aussi le récit cadre et le récit encadré. On a vu la caractérisation, les adjectifs, le complément du nom et la subordination relative. L'auteur va utiliser pour donner une description à ses personnages, sinon aux événements en question. Donc on va voir tout ça, on va avoir la temporalité aussi. La temporalité on a la même chose pour le récit historique, va me donner un petit rappel sur le texte historique. La temporalité, c'est le moment d'innociation aussi. C'est-à-dire l'auteur a libre d'utiliser n'importe quel temps, l'essentiel qu'il le maîtrise. Voilà. Sinon, l'imparfait, le passé simple, c'est le temps qui domine la nouvelle fantastique. Voilà. Donc, on va voir au fur et à mesure tout ça avec détail. Sinon, à tout de suite. Merci.